Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de notre émission Ma part de vérité sur tvdirect.com, nous avons l'honneur de recevoir M. Charles Vabé Adrien, anciennement chargé de communication de M. Bernard Doza, directeur général du groupe Afrique Jeune 24, aujourd'hui homme de main de M. Amara Essi, actuel candidat aux élections présidentielles 2015 en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, bien entendu, et lui demander aussi un certain nombre de choses, parce que n'oubliez pas que M. Charles Vabé a été intéressé par la municipalité dans la région du Fromager, précisément dans le département de Gagnoa. Alors, M. Vabé, bonjour. Bonjour. Comment va la Côte d'Ivoire aujourd'hui? D'abord, dans un premier temps, je tenais à vous remercier de cette invitation. J'ai été en Côte d'Ivoire et comme vous pouvez le constater, j'ai pour habitude de faire la navette. C'est vrai que mes activités sont en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va mal. J'ai eu cette chance de parcourir le nord de la Côte d'Ivoire, l'est, l'ouest, le centre, le sud. Et j'ai vu que la Côte d'Ivoire n'est pas cette Côte d'Ivoire du Fourbani, cette Côte d'Ivoire du président Gbagbo Laurent. Et cette Côte d'Ivoire où les droits de l'homme sont bafoués, où l'ethnitisme en fin de compte prône sur la compétence, le tribalisme au rendez-vous, cette Côte d'Ivoire qui n'a pas de sécurité. Et j'ai l'impression que le gouvernement a vraiment, et surtout le pouvoir du président Alassane Ouattara, a échoué sur sa manière de pouvoir gérer l'état de notre pays. En clair, pour moi, la Côte d'Ivoire va en ce moment très mal. La Côte d'Ivoire va très mal, vous en êtes sûr? Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles qui nous parviennent font état de ce que le président Ouattara, c'est la personne qu'il fallait depuis. Je ne sais pas si vous parlez des années 2011, c'est la personne qu'il fallait. Vous avez mis ça en exemple pour passer. Aujourd'hui, les denrées sont tellement chères. Le gouvernement ne se préoccupe même pas de la population. L'insécurité est tellement grandissante. On parle réellement des microbes qui sévissent en toute impunité. On parle aussi des FRC qui font la loi des vainqueurs. On a vu ce que ça donne dans notre pays. Quand je parle de la Côte d'Ivoire qui va très mal, c'est parce que les Ivoiriens ne se regardent même plus, n'ont même plus pitié. S'entraident même plus, ça ne va plus. Les choses sont chères. Et Ouattara lui-même le sait parfaitement. Raison pour laquelle je pense que la Côte d'Ivoire va très mal. Il est important que le président Alassane Ouattara rende parfaitement sa démission, parce que ça ne peut plus continuer. Alors, pour aborder la question de la sécurité, justement, vous en parliez tantôt. Alors, revenons un peu sur la question de la sécurité en Côte d'Ivoire. Les microbes. Qu'est-ce qu'on entend parler des microbes en Côte d'Ivoire? Vous qui venez d'arriver, j'allais dire, qu'est-ce qu'on entend parler des microbes? C'est pas le fait qu'il y a... C'est vrai qu'il y a quand même l'insécurité, il y avait quand même l'insécurité depuis très longtemps. Vous savez que depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé, il a accentué réellement sa politique sur le tribalisme. Il a oublié, par exemple, de sécuriser la population, même s'il y a un semblant de sécurité évident fait par le ministre Ahmed Bakayoko, qu'on voit de temps en temps aller se pavaner à Yopougon avec Assalfo, parce qu'on se pose la question, la même manière dont il danse, la même manière dont il doit travailler. Mais vous savez parfaitement que les microbes sont la jeunesse embrigadée par le pouvoir du président Alassane Ouattara, que ce pouvoir avait promis que s'ils arrivaient à prendre les règnes, gérer l'État, ils allaient récompenser cette jeunesse. Mais ce qu'on voit naturellement, Alassane Ouattara n'a pas tenu ses promesses. Et cette jeunesse prise, embrigadée par une idéologie qui a du mal à passer, se retourne contre la population, qu'on appelle aujourd'hui les microbes. On les laisse maintenant au devant des choses et on leur demande de prendre leurs responsabilités sans même apporter une solution. Ils tuent, ils violent, ils font du n'importe quoi sous la bénédiction du pouvoir. Le peuple de Côte d'Ivoire n'en peut plus. La preuve en est. Il y a même pas qu'hier, il y a une femme qui a été vidée de son sang. On a vu à Bobo des gens qui ont été dévalisés et découpés à la machette. Mais ça ne peut plus continuer. C'est vrai que le ministre Ahmed Bakayoko fait semblant de faire revenir certaines lois, une certaine peine, mais ça ne peut plus continuer. C'est pourquoi on dit qu'il faut trouver une solution par rapport, bien sûr, à cette jeunesse RDR qu'on appelle microbe, pour ne plus que les services en toute impunité. Et c'est le régime Ouattara qui doit trouver sa solution. Et donc, si on comprend très bien, c'est cette
bandes d'agresseurs qu'on appelle des microbes sont des transfuges de la rébellion armée, aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais vous avez tout dit. Comment vous pouvez promettre bien sûr à cette jeunesse prise en otage par une idéologie qu'ils ont du mal à accepter? On va faire comprendre bien sûr que cette jeunesse, parce que les microbes sont nés à Bobo, à la veille bien sûr des élections présidentielles, financées par le régime en place. Et c'est le régime a fait miroiter bien sûr à cette jeunesse que s'ils arrivent au pouvoir, voilà ce qu'ils allaient donner à la jeunesse. Comment il y a d'autres qui ont été incarcérés comme les FSI. Beaucoup sont illettrés, occupent des lots de responsabilités. Regardez vous-même, des cuisiniers, des ferronniers, des gens qui n'ont aucune qualification, des gens qui n'ont aucune expérience militaire, simplement parce qu'ils ont marché sur le corps des Ivoiriens. Aujourd'hui, ils sont promis par exemple général ou bien colonel. Mais de qui se moque-t-on? Je pense que je n'ai jamais fait l'armée. Mais je pense que pour avoir un grade de colonel mais de capitaine, c'est quand même un bac plus 2, ou bien bac plus 3, ou bien bac plus 4. On a du mal à comprendre. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous qu'ils trouvent des solutions des microbes si eux-mêmes n'arrivent même pas à trouver une solution pour eux-mêmes? C'est qu'il y a un problème. Le gouvernement du président Alassane Ouattara a échoué. Et ce gouvernement doit rendre sa démission. C'est pourquoi j'ai toujours demandé, j'ai même écrit au président Alassane Ouattara qui doit rendre sa démission. C'est mieux que d'aller se faire humilier bien sûr aux élections présidentielles où nous battons campagne. C'est ça le problème. Monsieur Charles Wabé, aujourd'hui, vous avez porté votre choix sur la personne de Monsieur Essi Amara, candidat aux élections présidentielles 2015 en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quelle est la motivation sur votre choix sur la personne de Monsieur Essi Amara? D'abord, Essi Amara, je l'ai rencontré à plusieurs reprises quand je travaillais à l'époque auprès de la première dame Simone Babo. Je ne vous cache pas que je suis un militant de l'esprit purement foutif, je suis un militant du PDCI et j'adhère bien sûr à ses idées. Essi Amara n'a jamais été mêlé de loin comme il est prêt bien sûr à la malversation des pouvoirs, c'est vrai. Durant plus de 10 années, de 1990 jusqu'en 2000, il a marqué de son empreinte le ministère des Affaires étrangères. C'est vrai que le président Gbagbo Laurent a fait appel à lui pour lui confier une lourde responsabilité au niveau bien sûr de l'OUA. C'est vrai aussi, vu sa compétence, vu sa capacité intellectuelle de réflexion, il a tout lu, mais le pays va mal. Et la plupart des planteurs sont allés le voir pour lui dire, Monsieur le Président, vous avez gouverné la Côte d'Ivoire, où vous a tout donné. Mais regardez comment est-ce que cette Côte d'Ivoire est en train d'être gérée par des gens, par des extrémistes, par des gens, à ma foi, qui n'ont aucune culture, ils ne connaissent même pas les Ivoiriens, qui piétinent les Ivoiriens. Venez. Donc moi, mon choix est un choix purement, non pas d'intérêt, c'est un choix pour l'avenir de notre pays. Et je pense que Essi Amara est quand même celui-là même qui peut apporter quelque chose de grand et conséquent pour le peuple de Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, après vérification de toutes ces informations, j'ai rencontré M. Essi Amara. Nous avons échangé durant plus de 4 heures de temps, en présence bien sûr de Nestor Kofi, qui était un digne représentant de la France et de toute l'Europe. Il y avait bien sûr le pasteur Madou Abraham qui était là. Il y avait aussi le pasteur Jean-Jacques Kofi qui était là. Et nous avons échangé personnellement durant 4 heures de temps. Et je l'ai rencontré à Abidjan et nous avons parlé. Et je le rencontre de temps en temps, nous nous appelons. C'est pourquoi mon choix est sur Essi Amara et je pense que c'est l'homme providentiel qui peut réconcilier les Ivoiriens. Mais être ministre de la République de Côte d'Ivoire fait de lui l'homme à qui il faut véritablement avoir confiance, parce qu'on a connu des ministres comme, d'ailleurs, Premier ministre comme M. Bani. Essi Amara fut longtemps ministre des Affaires étrangères sous le président Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, il est candidat aux élections présidentielles. Est-ce que Essi Amara est vraiment connu sur le terrain ivoirien? Je vais vous dire, lorsqu'on occupe par exemple un poste ministériel durant très longtemps qu'on marque de son empreinte, même ceux même qui étaient dans l'opposition, comme Gbagbo Laurent, lui font appel, c'est parce qu'ils connaissent, ils savent parfaitement que ce dernier a les compétences pour travailler pour la Côte d'Ivoire. S'il n'avait pas marqué de son empreinte, s'il n'avait pas bien travaillé, et s'il était dans les malversations purement politiques, je ne pense pas que Gbagbo Laurent, lui-même aujourd'hui qui se trouve à La Haye, n'allait pas quand même faire appel à Essi Amara. Et puis il faut dire aux choses. Au sein de la classe PDCI, quand vous regardez, c'est vrai, le PDCI est un parti qui a gouverné durant quand même plus de 30 ans ce pays, qui a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, qui a fait sortir ce pays du joug colonial, il faut dire, qui a permis à ce que ce pays retrouve
euh, ça, je dirais quand même, sa matière première en quelque sorte. Ici Amara était là. Il a contribué bien sûr à l'effort, je dirais quand même, des guerres pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que lorsque vous êtes président d'un pays, il y a quand même des postes importants qu'on confie à ces hommes de confiance. Il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère de l'économie, de la défense, il y a le ministère, je crois bien, de la sécurité, ce qui représente par exemple 75% du pouvoir. Vous représentez quand même, ici Amara était là. C'est pourquoi je dis que c'est quand même l'homme providentiel qui peut gérer l'État de Côte d'Ivoire. Et je le dis, j'ai l'intime conviction que si nous allons aux élections, ici Amara passe sans problème au premier tour et nous chassons Ouattara du pouvoir. J'allais commencer par cette question. Comment se porte Issi Amara? Issi Amara se porte bien. J'étais avec lui tout dernièrement. Nous avons échangé téléphoniquement. Il m'a dit qu'il allait jusqu'au bout. Il m'a fait comprendre qu'il fallait qu'on galvanise toute la jeunesse et tout le monde. J'ai téléphoné bien sûr à Kramo et qui m'a dit aussi, pareil que eux-mêmes le combat, le Kramo qui est le député directeur de campagne du candidat Issi Amara. Et nous sommes sur le pied de guerre et nous allons en campagne pour le candidat Issi Amara. Et soyez sûrs et certains que nous avons touché toutes les sensibilités de ce pays. C'est vrai que le président Alassane Ouattara a verrouillé le nord de la Côte d'Ivoire parce qu'il ne peut pas accepter les critiques, croyant réellement que le nord lui appartient. Nous savons que nous allons faire campagne partout et nous le faisons en ce moment. Donc le candidat Issi Amara est l'homme de la situation, est l'homme providentiel pour pouvoir gérer l'État de Côte d'Ivoire. Et je lui dis, et je le confie, c'est pas méchant ce que je dis. Alors, pour parler un peu du staff de M. Issi Amara ici en France, il s'est dit dans les couloirs que son chargé de communication, sinon son directeur de communication, aurait démissionné. Et ce dernier, aujourd'hui, lui aussi, est candidat aux élections présidentielles 2015 en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos impressions? Frédéric Oudin, je ne le connais pas personnellement. C'était le directeur de communication de Issi Amara. C'est vrai qu'il était arrivé ici, j'étais de passage à Paris. Nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé. Je lui ai demandé simplement le plan et stratégie de communication qu'il devait mettre en place pour la campagne. Mais malheureusement, il a confondu campagne politique et campagne purement personnelle. Il est arrivé à Abidjan, ne sachant pas comment travailler, bien sûr, dans l'équipe d'Issi Amara. Lui-même a rendu sa démission. Donc pour moi, ça n'a pas embranlé le staff d'Issi Amara, au contraire. N'a-t-il pas été l'objet d'une forte pression? Oh non, vous savez... Au point de rendre son... Oh non. Écoutez, moi je reçois la pression tous les jours en tant que directeur général d'un groupe de presse qui s'appelle Artigène 24. J'ai un groupe de presse purement indépendant. Même si moi je prends parti pour Issi Amara, le groupe de presse reste purement indépendant. Je vous dis, au sein de la structure du cabinet d'Issi Amara, tout le monde se porte bien, et tout le monde réfléchit, et tout le monde suit la ligne directrice. C'est vrai que ce jeune homme, dont l'expérience est quand même un peu léger, a décidé de rendre sa démission. Personne n'a intérêt, c'est lui-même qui a décidé de rendre sa démission, et c'est lui-même qui a dit qu'il allait se présenter à l'élection présidentielle. Et tout dernièrement, on me fait comprendre qu'il a envoyé un courrier pour dire qu'il ne se présentait pas. Vous voyez quand même que parfois on détecte rapidement des petits plaisantins qui arrivent, et lorsqu'on leur confie par exemple des responsabilités, ils n'arrivent pas à faire. Mais c'est ce qui est arrivé. Voilà quelqu'un qui dit qu'il peut faire quelque chose et qui ne fait pas. Donc on ne va pas s'attarder sur ce cas. Les Ivoiriens sont en train de mourir de faim. Les Ivoiriens meurent parce qu'on les tue chaque matin. Les FSI, les DOZO, qui en fin de compte pullulent en Côte d'Ivoire avec la bénédiction du pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est ça la préoccupation d'Issi Amara. Comment est-ce que rétablir l'état de droit? Comment permettre à ce que la Côte d'Ivoire redevienne comme avant? Mais la Côte d'Ivoire n'est pas comme avant. La Côte d'Ivoire est un chantier ouvert bien sûr à toutes les malversations faites par le régime du président Alassane Ouattara. C'est pourquoi Issi Amara vient pour rétablir l'état de droit en Côte d'Ivoire, pour permettre à ce qu'il y ait un développement harmonieux, pour la sécurité des Ivoiriens. C'est ça. Donc nous sommes derrière lui et nous sommes nombreux. Je fais partie de l'un de ces hommes, il y en a plusieurs, mais nous sommes nombreux. Alors, il s'est dit aussi dans les mêmes couloirs, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, que vous êtes proche de M. Soro Diom, que vous seriez l'un de ses amis. Alors, dites-nous franchement, quels sont vos rapports, le degré de lien entre vous et M. Soro Diom? D'abord, je ne le cache pas, je ne l'ai jamais caché, Soro Diom est un ami. Je ne l'ai pas, c'est vrai. Quand je lui dis, je souris parce que les gens disent, mais comment on peut être ami d'un rebelle?
C'est vrai, il a revendiqué une rébellion. Rappelez-vous, lorsqu'il a revendiqué la rébellion, il a appelé Bernardoza pour que Bernardoza prenne la tête de la rébellion. Mais nous avons refusé l'offre parce que nous ne voyons pas dans ce dessin. Nous avons quand même apporté des propositions pour que ce garçon de 28 ans qui avait revendiqué la rébellion, pensant que les vrais auteurs de la rébellion allaient se présenter, je vais parler bien sûr d'Alassane Dramane Ouattara, qui aurait financé la rébellion, puisque sur la place publique de Boaké, Zakaria est venu en personne avec tout son sac pour dire que ce n'est pas sur le Guillaume, que c'était, comment on appelle ça même, c'était Alassane Ouattara qui donnait 25 millions par mois. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de démenti. C'est vrai, il serait très difficile pour ce Guillaume de se faire pardonner par les hommes, mais quand je vois certaines images, et lorsque la main tendue du président Gbagbo Laurent, lorsqu'il a reçu à prendre la main tendue du président Gbagbo pour reconstruire la Côte d'Ivoire, et lorsque je vois encore des images que Soro Guillaume va par exemple en Israël, vous voyez, je suis chrétien, je vous le dis, et je suis évangélique, je crois bien sûr à la puissance de Dieu sur les hommes. Voici quelqu'un qui va en Israël et qui écrit par exemple et qui met sur le mur des lamentations. Rappelez-vous Jésus-Christ. Je prends l'exemple très simple. Il y avait une prostituée, la meilleure prostituée d'Israël, qui avait entendu parler du nom de Jésus. Elle a forcé les portes pour ne serait-ce que être au pied de Jésus. C'est-à-dire que mettre du parfum sur ses pieds et je crois bien mettre aussi de l'huile. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé et Jésus lui a dit, va, tes péchés sont pardonnés. C'est vrai. Les hommes auront du mal à pardonner à ce Dieu parce que cette revendication où il a revendiqué la rébellion a causé la mort de beaucoup de personnes. Mais Dieu a pardonné à ce Dieu. Maintenant, je pense qu'il œuvre maintenant pour la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Même s'il a choisi son bord, ça ce n'est pas mon problème. Mais ce qui est plus important, c'est que je reste avec ses amis. Et voilà. Alors pour revenir à la question des élections en Côte d'Ivoire, cette frange de la population ivoirienne estime que M. Essi Amara est indiqué pour assurer la transition parce que c'est pas sûr que les élections aient lieu. Les conditions n'étant pas réunies, les élections ne peuvent pas avoir lieu. D'où une transition et que M. Essi Amara est la personne indiquée. Qu'en dites-vous? Écoutez, moi, je discute avec M. Essi Amara, on parle pas de transition. On n'a jamais parlé de transition. Il y a transition lorsque le pays ne fonctionne plus. Il y a transition lorsque le pays arrive à un certain moment. Non, mais il ne se désigne pas. Je viens. Non, je définis pourquoi on parle de transition. Il y a transition lorsque le pays ne fonctionne plus. Transition lorsque l'état d'urgence est tellement avancé qui fait que le peuple n'a plus confiance à cet dirigeant. Donc on va choisir quand même quelqu'un pour pouvoir le positionner. Il y a transition lorsque la plupart des leaders politiques en fin de compte se regardent en chaîne de France et la confiance en fin de compte est bannie. Ici, Amara dit qu'il est candidat aux élections présidentielles. C'est ce qu'il a dit. Nous l'avons accompagné pour qu'il puisse déposer son dossier. Il a déposé son dossier. On a vu le Conseil constitutionnel après acte. La liste est sortie, son nom y figure. Nous allons aux élections. Nous ne parlons pas de transition. Nous parlons de battre le président Alassane Dramane Ouattara au premier tour. C'est ça qui est le plus important. Parce que nous avons un programme. Nous sentons que c'est le moment que Ouattara doit partir. Et Ouattara partira sans même que le sang d'un Ivoirien ne soit versé. Et c'est ça. Nous ne sommes pas dans une deuxième phase de parler de transition. Lorsqu'on parle de transition, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Nous nous présentons contre la dictature du président Alassane Ouattara, sachant très bien que Alassane Dramane Ouattara veut verrouiller à sa manière. Mais nous prenons le monde à témoin. Parce que nous allons aux élections avec une CEU qui, à ma foi, une CEU qui est pour Ouattara. Voilà une erreur. Nous allons aux élections avec un conseil constitutionnel qui est représenté par un ancien chef rebelle qui, à la personne, le nouveau président qui a présidé, Nous allons aux élections avec quelqu'un qui a peur de l'opposition. Et je vous dis, comment est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara va faire pour battre les 30 candidats qui nous expliquent? C'est du jamais. Et pour la première fois, il faut saluer le comportement de la CNC. Oui. Alors, pour revenir encore sur la question, on a comme l'impression que la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan. Et donc, les activités, les préparations, tout est centré sur la Côte d'Ivoire et on n'a pas encore vu ces candidats, et surtout puisque là, nous parlons de M. Essi Amara,
si ce n'est en France, c'est à Abidjan. C'est vrai qu'il a déjà parcouru quelques régions, à savoir sa localité, d'où il est natif, mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas à ces régions-là. Alors, dites-nous, Essi Amara, alors, dites-nous, Essi Amara, qu'est-ce qu'il dit? S'est-il déjà adressé à la population ivoirienne? Ben, écoutez, moi j'ai du mal à comprendre. Je pense que vous suivez aussi l'actualité, mais vous le faites exprès. Ah oui, mais Ici Amara, moi je parle au nom de ceux qui ne sont pas sur ce plateau. Ici Amara, en fin de compte, est toujours adressé bien sûr à la population ivoirienne, par courrier, et surtout par plusieurs interviews. Il est passé sur France 24, il en a parlé. Il est passé bien sûr sur différentes chaînes, il en a parlé. Ici Amara a toujours communiqué. Mais quand il communique, est-ce que s'adresser bien sûr à la population ivoirienne veut dire qu'on doit être aussi, on doit faire ce qu'on appelle des propos pour heurter la sensibilité du peuple de Côte d'Ivoire? Non, je ne crois pas. Je pense que lorsqu'on communique par exemple sur son programme, sur l'envie de pouvoir gouverner par exemple les Ivoiriens, il faut avoir bien sûr une proposition. Ici, on m'a dit qu'il est le candidat de la réconciliation. C'est quand même important, le candidat de la réconciliation. Parce que quel que soit le programme que vous allez envoyer, s'il n'y a pas de réconciliation, si vous ne pouvez pas accentuer sur votre politique sur la réconciliation, c'est tout à fait normal que ce programme, c'est comme du papier, ça va directement. Il est le candidat de la réconciliation. Sans réconciliation, on ne peut rien faire. Rappelez-vous, Houphouët-Boigny avait toujours prôné la paix et le développement. Et ce qui a fait qu'Houphouët-Boigny a fait de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire prospère, même si certaines personnes, comme le Gbagbo Laurent disaient que c'est un dictateur, mais Gbagbo Laurent, en prenant par exemple le pouvoir, a gouverné bien sûr avec les éléments modérés bien sûr du PDCI qui sont aussi les Fologo. On ne le dit pas. Fologo était le vice-président de la Côte d'Ivoire qui faisait par exemple des grandes missions. C'est pour vous dire qu'ici à Mara, même si on dit qu'il est le petit-fils politiquement parlant, il est le fils d'Houphouët-Boigny politiquement parlant, mais il a adhéré bien sûr à un idéal parfaitement connu. Houphouët-Boigny a rendu la Côte d'Ivoire prospère. Pourquoi? Il a accentué sa politique, par exemple, sur le libéralisme économique. Il a permis, bien sûr, en 1959, un inventeur, par exemple, un code des investisseurs. C'est-à-dire que lorsque vous investissez, par exemple, en Côte d'Ivoire, si vous êtes étranger, vous prenez, par exemple, 90%, vous rapportez ça et les 10% restants. Et il a fait, avec les 10%, il a créé, par exemple, les quartiers comme le plateau. Avec les 10%, il a favorisé, par exemple, deux secteurs, le secteur primaire et le secteur secondaire. On a vu dans le secteur primaire, il a permis à intensifier la culture. On est devenu le premier producteur mondial de café cacao avec 312 000 tonnes de café. Et on était devenu le premier producteur mondial de café. C'est la pensée. Mais avec Ouattara, on est gagné. La preuve en est. Le PIB de la Côte d'Ivoire, PNB de la Côte d'Ivoire, était géré par exemple par son fils Loïc. Le café cacao est géré par exemple par la famille Ouattara. Son petit frère, qui, à ma foi, gère l'économie. Le DAF, il est ministre, il est DAF, il est député, il est maire, il accumule tous les postes. Sa fille, que pour des raisons de sécurité, puisque c'est une enfant, en fin de compte, qui ne comprend rien à la politique, parce qu'elle est la fille du président Ouattara, elle gère bien sûr, sans espérance, elle gère bien sûr une économie qui prospère en milliards. Vous voyez, c'est ça en fin de compte le tribalisme. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les gens ont du mal à comprendre la politique du président Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il y a un gouvernement qu'on voit. Ce gouvernement qu'on voit c'est un gouvernement que tout le monde voit, signé bien sûr par un décret pour dire, bon, vous êtes ministre. Mais il y a un deuxième gouvernement qui dépasse son nom. C'est ce qu'on appelle le gouvernement BIS. Et ce gouvernement-là est un gouvernement fait par Henri Diabaté, Gonkou Bali, le frère jumeau d'Alassane Ouattara, Amadou Smoro et Ouattara lui-même. C'est ce gouvernement qui applique bien sûr la politique du tribalisme fait. Parce que depuis 1990, Ouattara avait déjà dit que s'il était président, il allait favoriser par exemple l'émergence des habitants du nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ce deuxième gouvernement. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Dans ce deuxième gouvernement-là, lorsque Soro Guillaume est arrivé en tant que premier ministre de la Côte d'Ivoire, je vous le dis en toute sincérité, lorsqu'il voulait changer les donnes, il a été directement mis au perchoir de l'Élysée, au perchoir, je crois bien, de l'Assemblée nationale à 39 ans. Il ne remplissait même pas les conditions de la position. Parle de Soro Guillaume. Je ne parle de Soro Guillaume, il était mis là-bas parce qu'il voulait apporter quelque chose de nouveau dans ce gouvernement tribaliste et extrémiste. Mais les extrémistes qui ne disent pas, qui sont au moins 6 comme ça, qui entourent Ouattara, plus la mangeoire, l'ont mis au perchoir de l'Assemblée nationale. Parce que là-bas, le pouvoir est quand même légèrement limité. C'est ça. C'est pourquoi ici Amara arrive pour changer toutes ces donnes. Il a déjà dit, je suis le candidat de la réconciliation. Je suis celui-là qui va apporter quelque chose de nouveau.
Je ne suis pas en train de faire la propagande de Amara. Non. Je considère que c'est quand même quelqu'un qui peut apporter quelque chose de bien, de conséquent pour les Ivoiriens. C'est pas méchant. Merci, M. Wabé. Merci. Chers téléspectateurs, je voudrais vous dire encore une fois merci. C'était M. Wabé et il venait nous parler un peu de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il parle de M. Essi Amara, M. Essi Amara, candidat aux élections présidentielles 2015. C'était M. Cessignon et depuis Paris. Bonjour. Bonjour.